Voilà. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Cette conférence va être enregistrée effectivement pour notre podcast sur le site internet A32 et aussi ça sera diffusé sur YouTube. Merci à tous d'être là. Merci infiniment Catherine Boucharin d'être là et d'avoir accepté notre invitation. Je présente donc Catherine Boucharin, qui est ancienne élève de l'École normale supérieure, professeure agrégée de lettres classiques, qui a fait plusieurs conférences, notamment au A32, sur le mythe de Don Juan. Voilà, je te laisse la parole pour l'espace proustien. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pris vos billets pour un voyage interplanétaire pour aller dans la Lune ou dans Mars, mais personnellement, ce soir, je vais vous inviter à un voyage très différent dans un autre espace, l'univers intime d'une conscience, l'univers entièrement reconstruit par la mémoire d'un homme qui a voulu retrouver les gisements profonds de son sol mental. C'est l'expression de Proust lui-même. Et ces gisements profonds du sol mental sont pour lui le seul matériau possible pour la création d'une œuvre d'art. Alors, La Recherche est un roman très long, certes, 2800 pages, je crois, mais il peut se résumer en une seule phrase. C'est l'histoire d'une vocation et l'histoire d'une vocation artistique. Seulement, toute l'histoire, c'est que le narrateur sent qu'il a une vocation, mais il ne sait pas laquelle, il n'arrive pas à la développer. Et il faut lire toute la recherche, arriver au temps retrouvé pour comprendre quelle va être la matière de l'œuvre d'art et pour comprendre qu'il va se mettre à écrire. N'oubliez jamais que le premier tome du côté de chez Swann et le dernier, Le temps retrouvé, ont été écrits en même temps. Le narrateur, enfin Proust savait très bien qu'il fallait arriver au temps retrouvé pour comprendre quelle était sa vocation. Alors, le livre débute par cette phrase bien connue mais paradoxale. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et en fait, le narrateur va présenter l'angoisse qu'il ressent dans la plupart des chambres où il vient se coucher. Et cette angoisse dégénère en insomnie, insomnie douloureuse puisque le narrateur se sent perdu dans l'espace, ne sait plus où il est. Je vous cite une des premières pages. Quand je me réveillais ainsi, mon esprit s'agitant pour chercher sans y réussir à savoir où j'étais, tout tournait autour de moi dans l'obscurité, les choses, les pays, les années. Donc, la première expérience rapportée par le narrateur, c'est qu'il est perdu et dans ces insomnies nombreuses, il ne sait plus où il est. Mais ces évocations tournoyantes, ces évocations liées à l'insomnie ne duraient quand même pas très très longtemps, mais du fait de ces insomnies, il revoit tantôt l'une, tantôt l'autre des chambres que j'avais habitées dans ma vie, et je finissais par me les rappeler toutes dans les longues rêveries qui suivaient mon réveil. Et il a cette phrase importante pour notre livre: le branle était donné à ma mémoire. Généralement, je ne cherchais pas à me rendormir tout de suite. Je passais la plus grande partie de ma nuit à me rappeler notre vie d'autrefois, à Combray chez ma grand-tante, à Balbec, à Paris, à Doncières, à Venise, ailleurs encore, à me rappeler les lieux, les personnes que j'y avais connues, ce que j'avais vu d'elles, ce qu'on m'en avait raconté. Donc, dès le début, dans ces premières phrases, vous voyez que l'espace proustien repose sur le souvenir de tout son passé qu'il retrouve au gré de ses insomnies, et il énumère les lieux de cet espace: Balbec, Paris, Doncières, Venise, ailleurs encore, etc. Alors nous allons entrer dans l'univers des souvenirs du narrateur, et il va les évoquer de deux manières, à la fois par la mémoire qu'il qualifie d'intelligente, la mémoire dont on est conscient, la mémoire active, si vous voulez, mais cet effort de mémoire sera soutenu
par la fameuse mémoire involontaire, et c'est le miracle de la petite Madeleine qui lui permet de retrouver l'édifice immense du souvenir. C'est ainsi qu'il appelle le souvenir restitué par la petite Madeleine. Alors quand même, je ne peux pas ne pas vous relire un peu ces passages, mais vous comprenez bien qu'on va entrer dans un univers très très particulier qui est celui de la mémoire volontaire, la mémoire intelligente, dit Proust, mais aussi la mémoire involontaire. Alors là, je vous rappelle juste la fin de l'épisode de la petite Madeleine. C'était... Excusez-moi, il faut que j'en trouve. Oui. Alors, vous savez qu'assez longuement, il évoque la montée du souvenir en lui, la montée de ce souvenir inconscient, et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe. Quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce qu'en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies ou ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre ma conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Alors, il reconnaît le goût du morceau de Madeleine et quoique je ne suis pas encore et dû se remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières, et avec la maison, la ville depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts, qui à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de Monsieur Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village, et leurs petits logis, et l'église, et tout Combray, et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. Donc, un espace retrouvé, un espace reconquis, dans toute sa précision, ses couleurs, ses goûts, ses odeurs, et un espace évidemment très riche. Et nous entrons donc dans l'univers des souvenirs du narrateur, qui est un univers tout à fait particulier. Mais tout le monde, je suis toujours agacée quand on entend les gens parler de leur petite Madeleine, parce que franchement, c'est pas l'expérience de Proust est assez unique, parce que l'expérience de la petite Madeleine, aussi riche et heureuse soit-elle, est très incomplète, elle reste incomplète. Et ce n'est qu'à la fin du livre, après une triple expérience de mémoire involontaire, que le narrateur comprend qu'il peut puiser dans ses souvenirs pour écrire. Alors, dans le dernier tome, dans le temps retrouvé, le narrateur se rendant à la soirée de la princesse de Guermantes fait une triple expérience de mémoire involontaire. Dans la cour de l'hôtel, il trébuche sur 2 pavés et cette sensation de trébucher fait ressurgir en lui le souvenir de Venise, parce qu'il avait trébuché devant Saint-Marc, longtemps. Un peu après, il entre dans l'hôtel de Guermantes et
on lui apporte un plateau de gâteaux et de gâteaux, et la serviette empesée qui tient à la main lui rappelle aussitôt, de la même façon, involontairement, Balbec et l'hôtel de Balbec. Et puis, il y a encore une troisième expérience. Elles sont liées toutes les trois. Et le narrateur, à la fin, comprend que l'expérience de la petite Madeleine et ces trois expériences de mémoire involontaire sont là pour restituer le passé qui va constituer la matière de son livre. Mais, à juste titre, enfin, le dernier tome s'appelle Le temps retrouvé, mais cela pourrait s'appeler L'espace retrouvé. Parce que chaque fois que le narrateur retrouve le temps passé, retrouve le temps, eh bien, il retrouve l'espace aussi. L'espace est là. Alors, le narrateur ici va donc puiser dans ses souvenirs pour écrire, et il reconnaît que la recréation par la mémoire d'impressions qu'il fallait ensuite approfondir, éclairer, transformer en équivalent d'intelligence, n'était-elle pas une des conditions, puis presque l'essence même de l'œuvre d'art, telle que je l'avais conçue tout à l'heure dans la bibliothèque du Prince de Guermantes. Donc voilà, je voulais vous rappeler ces éléments parce que c'est la structure même du roman qui vient de là, et l'espace va être lié à tous les souvenirs, mais ne vous étonnez pas, vous n'aurez pas de description, parce que Proust se méfie terriblement des romans réalistes. Il n'est pas question pour lui de décrire les choses soi-disant telles qu'elles sont, il va les décrire selon ce que ses souvenirs lui rappellent. Alors, quels sont les lieux? Il les a énumérés. Quels sont les lieux ressuscités par le souvenir? Il y en a une infinité. Si par hasard vous avez la recherche du temps perdu dans la Pléiade, à la fin, il y a un index des personnages cités, mais il y a aussi l'index des lieux cités. Il y en a au moins une vingtaine de pages de lieux. C'est un espace, c'est l'espace proustien, et il y a de multiples lieux. Je ne vais pas vous les énumérer tous, je vous rassure. Je ne vous le ferai pas tous découvrir, mais c'est quand même important. Alors, un des lieux les plus importants, c'est évidemment celui de la jeunesse, de l'enfance, celui de Combray. Et Combray, on va insister un petit peu parce que Combray, que vous le savez, présente deux côtés, d'où le livre du côté de chez Swann et du côté de Guermantes, mais Combray est le paysage fondamental en fait, hein, c'est l'espace fondamental. Alors, Combray, vous en avez quand même une évocation, mais vous verrez que ce n'est pas justement une description réaliste. Combray, de loin à 10 lieues à la ronde, vu du chemin de fer quand nous y arrivions la dernière semaine avant Pâques, ce n'était qu'une église résumant la ville, la représentant, parlant d'elle et pour elle au lointain, et quand on approchait, tenant serré autour de sa haute mante sombre, en plein champ contre le vent, comme une pastoure ses brebis, les dos laineux et gris des maisons rassemblées qu'un reste de rempart du Moyen-Âge cernait çà et là d'un trait aussi parfaitement circulaire qu'une petite ville dans un tableau de primitif. À l'habiter, Combray était un peu triste, comme ces rues dont les maisons construites en pierre noirâtre du pays, précédées de degrés extérieurs, coiffées de pignons qui rabattaient l'ombre devant elles, étaient assez obscures pour qu'il fallût, dès que le jour commençait à tomber, relever les rideaux dans les salles. Des rues aux graves noms de saints, rue Saint-Hilaire, rue Saint-Jacques, où était la maison de ma grand-tante, rue Saint-Hildegarde, où donnait la grille, et la rue du Saint-Esprit, sur laquelle s'ouvrait la petite porte latérale de son jardin. Donc, vous voyez, d'emblée, il donne les éléments de Combray, mais et il va, pour moi, c'est une des parties, bien sûr, les plus charmantes du livre, là, que l'évocation de ses souvenirs de vacances à Combray, chez la tante Léonie, et il y a beaucoup de scènes amusantes avec la grand-tante, avec Françoise la servante, et bien sûr, la famille réunie. Mais, comme je vous le disais à l'instant, Combray présente deux aspects très différents, suivant les promenades organisées par la famille. Alors, il y a deux promenades essentielles. La promenade du côté de chez Swann,
mais ça s'appelle aussi du côté de Méséglise, le nom du village vers lequel on se dirige en allant chez soi. Et puis, il y a la promenade du côté de Guermantes. Alors, dans l'enfance du narrateur, c'est très organisé. Si le temps est menaçant, qu'il risque de pleuvoir, on va du côté de chez Swann, parce que la promenade est moins longue et c'est moins dangereux. Mais s'il fait très beau, on va du côté de Guermantes, et là, c'est beaucoup plus loin. Alors, les deux côtés, j'insiste dessus, parce que jusqu'à la fin du roman, ces deux côtés subsisteront, et les personnages seront répartis selon leur appartenance du côté de Guermantes ou au côté de chez Swann, et le narrateur n'arrivera que très tardivement à faire l'unité des deux côtés, à retrouver l'ensemble de ce Combray qu'il a tant aimé. Alors, juste pour préciser, page 193, là, comme la promenade du côté de Méséglise était la moins longue des deux que nous faisions autour de Combray, et qu'à cause de cela, on l'a réservée pour les temps incertains, le climat du côté de Méséglise était assez pluvieux, et nous ne perdions jamais de vue la lisière des bois de Roussainville, dans l'épaisseur desquels nous pourrions nous mettre à couvert. Alors, il évoque donc la promenade du côté de Méséglise, du côté de chez Swann, et c'est là aussi qu'il pourra rencontrer Monsieur Vinteuil, qui est le grand musicien de la recherche. Et au contraire, s'il était assez simple d'aller du côté de Méséglise, c'était une autre affaire d'aller du côté de Guermantes, car la promenade était longue et l'on voulait être sûr du temps qu'il ferait. Quand on semblait entrer dans une série de beaux jours, quand Françoise, désespérait qu'il ne tombât pas une goutte d'eau pour les pauvres récoltes, et ne voyant que de rares nuages blancs nageant à la surface calme et bleue du ciel, s'écriait en gémissant: ne dirait-on pas qu'on voit ni plus ni moins des chiens de mer qui jouent en montrant là-haut leur museau? Enfin, bon, Françoise déplore l'excès de soleil, et le père du narrateur, voyant qu'il va faire beau, dit: demain, nous irons du côté de Guermantes. Alors, dans cette première partie, il y a un passage justement symptomatique qui montre que les deux lieux peuvent être reliés, qui est amusant. Le père de famille a entraîné sa femme et ses enfants du côté de Guermantes, mais ils sont perdus, ils ne savent plus où ils sont. Et brusquement, le père leur montre la porte du petit jardin. Ils sont rentrés sans avoir compris ni pourquoi ni comment, mais eux-mêmes sont victimes de la disparité des deux côtés, et ils ne savent pas très bien où ils sont. Le deuxième grand lieu dans l'espace proustien, c'est Balbec, c'est-à-dire la côte normande, c'est-à-dire on dit que c'est Cabourg, oui, l'hôtel de Cabourg. D'ailleurs, entre parenthèses, moi je vous dis tout de suite que je suis très, très malheureuse à l'idée qu'on a justement fait un musée à Cabourg, dans une maison où on a réuni tous les objets possibles faisant penser à Proust. Il ne peut pas réunir ce qu'il y a dans le souvenir de Proust. Je veux dire que, bon, bien sûr, ça sera très émouvant de voir son parapluie, sa canne ou son manteau, mais ça n'a rien à voir. Enfin, bon, tant pis. Alors, Balbec, bien sûr, c'est à l'ombre des jeunes filles en fleurs, et le narrateur y arrive, et comme toujours dans une chambre d'hôtel, il est perdu, désespéré, mais le lendemain matin, il va découvrir le paysage marin, et ce sera pour lui un grand bonheur. Je veux dire que là, le souvenir sera un souvenir très heureux. Alors, à tout moment, tenant à la main la serviette raide et empesée où était écrit le nom de l'hôtel, et avec laquelle je faisais d'inutiles efforts pour me sécher, je retournai près de la fenêtre, jeter encore un regard sur ce vaste cirque éblouissant et montagneux, et sur les sommets neigeux de ces vagues en pierre d'émeraude, çà et là polis et translucides, lesquels, avec une placide violence et un froncement léonin, laissaient s'accomplir et dévaler l'écroulement de leur pente, auquel le soleil ajoutait un sourire sans visage. Ici, vous voyez, il compare l'océan à la montagne. Il prend des métaphores qui font penser à la montagne, mais il est ébloui par
les grèves illuminées et les contreforts de la mer. Quand le matin, le soleil venait de derrière l'hôtel, découvrant devant moi les grèves illuminées jusqu'au premier contrefort de la mer, il semblait m'en montrer un autre versant et m'engager à poursuivre sur la route tournante de ses rayons un voyage immobile et varié à travers les plus beaux sites du paysage accidenté des eaux. Donc, Balbec, un lieu capital aussi, où il retournera fréquemment, où il rencontrera des gens importants pour lui, mais un lieu qui restera toujours fixé dans son esprit. Alors, le lieu dont je ne parlerai pas beaucoup, mais qui est présent bien sûr tout au long du roman, c'est Paris, parce que le narrateur vit à Paris avec ses parents. Swann et sa famille vivent à Paris avec Gilberte, la première jeune fille que le narrateur aimera très, très fortement. Et Paris sera présent tout à fait tout au long du roman, en évoluant un peu, parce que là, cela choque certaines personnes, mais il sera question du Paris de la guerre en 1914-1918. Mais Proust ne décrira jamais Paris, il fait allusion à certains lieux, et pendant la guerre, la seule chose qui le frappe, c'est les avions dans le ciel qui passent au-dessus de Paris. Alors, bon, voilà. Alors, il y a Paris, puis un autre lieu aussi assez important, c'est Doncières, où son meilleur ami, Robert de Saint-Loup, est officier, enfin, fait son service militaire et est officier, et le narrateur ira le rejoindre pour quelque temps à Doncières, et là, il fera connaissance d'un tout autre milieu, le milieu aristocratique que fréquente Saint-Loup et le milieu militaire. Alors là, je vous ai énuméré les lieux, entre guillemets, réels, je veux dire les lieux où le narrateur a vécu. Mais alors, après, ce que je ne peux pas vous lire, c'est la multiplicité des lieux qu'il connaît par la peinture, qu'il connaît par l'art, et les lieux qu'il a rêvés, les lieux où il souhaite aller. Alors les lieux connus par la peinture, pour moi, c'est même une cause d'étonnement, parce que la chère grand-mère de Marcel, elle ne voulait pas qu'on envoie à son petit-fils des cartes postales, des photos. Elle voulait que, lorsque Swann, par exemple, lui envoyait des photos d'Italie, elle voulait que ce fût des tableaux. Si vous voulez, par exemple, elle préférait infiniment un tableau de Corot, peignant Rome, à une image de Rome. Voilà, elle était exigeante. Donc le narrateur, toute son enfance, est pétri par cette culture artistique. Swann lui fait connaître des œuvres d'art très importantes. Lui-même, je pense, se délecte à regarder les livres d'art. Et il rêve sur les lieux qu'il voit, sur les espaces qu'il découvre. Et alors, dans le livre, il est souvent question, par exemple, des espaces chez les primitifs italiens, l'espace. Si vous voulez, par exemple, il est sûr que derrière la Joconde, vous avez un bel espace, un bel endroit. Et la Joconde, c'est un exemple un peu banal. Et de même, alors, il rêve sur les œuvres d'art. La musique aussi éveille en lui des souvenirs et des envies de lieux. Et puis, il a une faculté de rêve et d'imagination incroyable, à tel point que, par exemple, je vous lis juste un petit passage là sur... ses parents lui ont promis d'aller en Italie du Nord. Et le narrateur se met à rêver de l'Italie du Nord, bien sûr. Et, par exemple, le nom de Parme. Le nom de Parme, une des villes où je désirais le plus aller, depuis que j'avais lu La Chartreuse, m'apparaissant compacte, lisse, mauve et doux. Si on me parlait d'une maison quelconque de Parme dans laquelle je serais reçu, on me causait le plaisir de penser que j'habiterais une demeure lisse, compacte, mauve et douce, qui n'avait de rapport avec les demeures d'aucune ville d'Italie, puisque je l'imaginais seulement à l'aide de cette syllabe lourde du nom de Parme, où ne circule aucun air, et de tout ce que je lui avais fait absorber de douceur stendhalienne et du reflet des violettes. Et quand je pensais à Florence, c'était comme à une ville miraculeusement embaumée et semblable à une corolle, parce qu'elle s'appelait la Cité des Lys et sa cathédrale Sainte-Marie des Fleurs. Quant à Balbec,
C'était dans ces noms où, comme sur une vieille poterie normande qui garde la couleur de la terre d'où elle fut tirée, on voit se peindre encore la représentation de quelque usage aboli, de quelque droit féodal, d'un état ancien de lieu, d'une manière désuète de prononcer qui en avait formé les syllabes hétéroclites, et que je ne doutais pas de retrouver jusque chez l'aubergiste qui me servirait du café au lait à mon arrivée, me menant voir la mer déchaînée devant l'église et auquel je prêtais l'aspect disputeur, solennel et médiéval d'un personnage de fabliau. Donc vous voyez qu'avec une telle imagination, une telle culture, l'espace proustien est d'une richesse infinie. Et que ce soit dans certaines évocations comme Parme ici, ou que ce soit au hasard des métaphores, parce que les métaphores, c'est la grande marque du style de Proust, au hasard des métaphores, vous avez sans arrêt, des espaces qui apparaissent, qui se dessinent, des lieux qui le font rêver. Donc, c'est un univers immense, lié à l'immense culture du narrateur. Et bien sûr, c'est un espace qui est fait de réminiscences littéraires, de réminiscences picturales, même musicales. Et récemment, il y a quelques années, il est paru un livre que j'avais trouvé vraiment intéressant, de quelqu'un qui avait recensé tous les tableaux dont Proust parlait dans la recherche. Et bien sûr, il y avait la reproduction des tableaux en question. Mais je vous assure qu'il avait vu plus de tableaux que vous et moi sans doute. Et ce qui m'étonne, c'est que c'était à une époque où on n'avait pas les livres d'art comme on a aujourd'hui. Mais il avait, dans sa bibliothèque et dans son esprit, des idées très précises sur l'espace pictural. Alors là, ces lieux longuement évoqués et tant aimés, ils le sont parce qu'ils sont liés à des personnages. Je veux dire que lorsque le narrateur évoque tel ou tel lieu, c'est parce que dans ce lieu, il y a une personne qu'il a rencontrée, qu'il a le plus souvent aimée, qui a été importante dans sa vie. Et il ne conçoit pas d'indiquer un lieu, un espace, sans qu'il y ait une personne. Il y a interaction. Le lieu agit sur la personne et la personne agit sur le lieu. Mais Proust rêvait, et c'est une révolution dans le roman, d'une psychologie dans l'espace. Il n'aime pas la psychologie plate qui fait qu'on décrit le personnage avec les quelques données que l'on a. Et lui voulait montrer le personnage dans son cadre, dans l'évolution du cadre aussi, bien sûr, mais il n'y a pas de lieu qui ne soit lié à un personnage. Alors, je vous en cite quelques-uns quand même. Un des plus touchants, c'est peut-être celui de la grand-mère, dans Combray, là, tout à fait au début. La grand-mère qui a toujours le souci de son petit-fils et qui aime beaucoup la nature, mais évidemment qui est raillée par toute la famille parce que elle... excusez-moi, j'ai perdu. J'écris si bien que je n'arrive pas à relire. 43. C'est 43 ou 42. Ah oui, attendez. Enfin, la grand-mère, si vous voulez, même dans le tout petit jardin de Combray, eh bien, elle, qu'il pleuve ou qu'il vente, elle estime qu'il faut prendre l'air et, malgré les moqueries, elle circule dans le jardin et déplore que son petit-fils ne la suive pas parce que même sous la pluie, ça lui ferait prendre l'air, ce serait très bien. Bon, je ne retrouve pas le passage, mais tant pis. Celui qui est très bien évoqué aussi dans Combray, c'est Swann. Swann, qui sera un personnage récurrent jusqu'à la fin du roman. Et la première fois où on le découvre, c'est dans le décor de Combray. Mais il y aura deux Swann, comme vous savez. Il y a le Swann provincial, ami des grands-parents du narrateur, le Swann qui vient le soir après dîner dans le petit jardin parler avec le grand-père du narrateur. Mais ils sont à 100 lieues de se douter que Swann est un mondain qui fréquente la plus haute société et qui, à Paris, a des relations qu'ils ne peuvent pas soupçonner. Alors, Swann est évoqué lui aussi. Excusez-moi, je me suis trompé de ton. Il y en a trop. Oui.
Oui. Oui, sans doute le Swann que connurent à la même époque tant de clubmen était bien différent de celui que créait ma grand-tante quand le soir, dans le petit jardin de Combray, après qu'avaient retenti les 2 coups hésitants de la clochette, elle injectait et vivifiait de tout ce qu'elle savait sur la famille Swann, l'obscur et incertain personnage qui se détachait, suivi de ma grand-mère sur un fond de ténèbres et qu'on reconnaissait à la voix. Donc, l'idée, c'est que le Swann de Combray, pour le petit garçon qui est en vacances à Combray, c'est un voisin, un ami, un monsieur très gentil qui lui envoie des cartes postales et qui lui apporte des gâteries, mais il faudra tout le livre de la recherche pour découvrir vraiment qui était Swann. Alors à Combray aussi, indissociable du paysage, vous avez Françoise. Françoise qui semble être l'émanation même de ce pays. Françoise, qui est donc la servante, oui, je dis la servante, mais c'est l'employée de maison, c'est autre chose. L'employée de maison de la tante Léonie. Et comme vous le savez, après, elle sera au service de la famille du narrateur quand la tante Léonie sera morte. Et Françoise sera présente jusqu'au bout du livre, en étant au service des parents, puis du narrateur lui-même. Et Françoise, elle est pittoresque. Hein, je dois dire que on la découvre dans le cadre de Combray. Alors, elle a le vieux français un peu de la région, elle a l'accent de la région, elle a les habitudes et les coutumes de la région. Mais après, bien sûr, elle évoluera dans d'autres cadres et ça sera intéressant aussi de le voir. Alors là, je vais vous montrer un petit peu à Combray les personnages liés à la famille et aux amis, mais il y a aussi à Combray la duchesse de Guermantes. La duchesse de Guermantes qui, elle aussi, tiendra une place très importante dans le roman, mais qui apparaît au narrateur comme un personnage de conte, un personnage appartenant à un passé médiéval très ancien. Et lorsqu'il va à la messe et qu'il voit dans un vitrail l'image de la duchesse du Moyen-Âge qui est représentée, eh bien, il est tout ému et se dit que la duchesse actuelle ne peut être que semblable à celle qu'il voit dans le vitrail. Alors Cambrai, vous comprenez bien que c'est le départ de toute la plupart des rencontres du narrateur. Et dernier exemple, c'est celui de Gilberte, la fille de Swann et d'Odette. Gilberte, dont il ne pourra jamais oublier que la première fois où il l'a vue, elle se promenait dans le parc de la maison de ses parents, du château de ses parents, tenue par la main par un vieux monsieur qui n'était autre que Bergotte, l'écrivain, que le narrateur aimera par-dessus tout ensuite et qu'il cherchera à connaître. Mais Gilberte sera toujours liée à Combray, hein, toujours. Alors, le deuxième grand lieu, comme je vous le disais, c'est sans doute Paris. Et je dis Paris parce que c'est la suite logique. Gilberte, elle aussi, après les vacances, rentre à Paris. Le narrateur est amoureux d'elle. Et elle apparaît alors dans le cadre des Champs-Élysées. Les 2 enfants sont conduits respectivement par leur bonne et nurse, je ne sais pas, aux Champs-Élysées. Ils jouent ensemble et le narrateur, bien sûr, connaît une histoire d'amour précoce pour Gilberte. Et à Paris, on commence à voir que les Swann ont une autre vie que celle de Combray. C'est un autre cadre, un autre espace. Et on découvre aussi les Verdurin, ces riches bourgeois qui tiennent salon, qui accueillent Swann et Odette et qui seront à l'origine de leur liaison. Alors, l'intérêt, si vous voulez, tous ces personnages, on les retrouvera ensuite, hein, les Verdurin jusqu'à la fin aussi, mais dans des cadres différents, et ils auront évolué bien sûr différemment. Alors à Balbec, dernier grand lieu, eh bien, on retrouve la grand-mère dans l'hôtel où le narrateur passe ses vacances avec elle, mais c'est une grand-mère pleine de sollicitude, très inquiète pour son petit-fils, s'occupant de son petit-fils.
Sa grand-mère retrouve, et ça sera lié aussi au paysage de Balbec, Madame de Villeparisis, qui appartient aux grandes familles aristocratiques du livre. Et avec Madame de Villeparisis, le narrateur va découvrir l'arrière-pays de Balbec. Ce sera une découverte merveilleuse, un paysage merveilleux qu'il va découvrir à l'arrière-pays, avec des églises en particulier. Et surtout, alors, il va rencontrer, bien sûr, son meilleur ami, celui qui sera son meilleur ami, Saint-Loup. Saint-Loup qui est le neveu de Madame de Villeparisis, et c'est lui grâce auquel, si vous voulez, le narrateur découvrira les grands salons parisiens et la vie de Paris. Alors, l'évocation de Saint-Loup est très belle, oui. Il traversa rapidement l'hôtel dans toute sa largeur, semblant poursuivre son monocle qui voltigeait devant lui comme un papillon. Il venait de la plage, et la mer qui remplissait jusqu'à mi-hauteur le vitrage du hall lui faisait un fond sur lequel il se détachait en pied, comme dans certains portraits où les peintres prétendent sans tricher en rien sur l'observation la plus exacte de la vie actuelle, mais en choisissant pour leur modèle un cadre approprié, pelouse de polo, de golf, champ de course, pont de yacht, donner un équivalent moderne de ces toiles où les primitifs faisaient apparaître la figure humaine au premier plan d'un paysage. Donc, jusqu'à la fin, Saint-Loup sera celui qui se détache en pied sur le fond de l'océan, sur le fond de la côte, si vous voulez, et il en héritera la couleur, la beauté, enfin voilà, il fait partie de ce paysage-là. Hein. Une voiture à 2 chevaux l'attendait devant la porte, et tandis que son monocle reprenait ses ébats sur la route ensoleillée, avec l'élégance et la maîtrise qu'un grand pianiste trouve le moyen de montrer dans le trait le plus simple, où il ne semblait pas possible qu'il sût se montrer supérieur à un exécutant de deuxième ordre, le neveu de Madame de Villeparisis, prenant les guides que lui passa le cocher, s'assit à côté de lui, et tout en décachetant une lettre que le directeur de l'hôtel lui remit, fit partir les bêtes. Alors, Saint-Loup est évoqué là assez précisément, mais c'est une des figures clés du livre et bien sûr de la partie à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et puis, ce tome, là, l'ombre des jeunes filles en fleurs, est surtout connu, bien sûr, pour les fameuses jeunes filles. Le narrateur, en se promenant, aperçoit toujours sur la digue et avec le fond marin à l'arrière, un groupe de jeunes filles qui va bien sûr beaucoup l'attirer. Et parmi elles, il y aura Albertine qui sera le grand amour de sa vie, la grande douleur de sa vie aussi. Mais Albertine ne sera jamais séparée de cet espace marin, chaque fois qu'il la retrouve, qu'il la revoit, dans un premier temps, il la revoit se détachant dans cet espace. Même à la fin du livre, tout à fait à la fin du livre, Albertine est vieillie, enfin, elle n'est plus du tout une jeune fille en fleurs, mais elle fait un geste tel que le narrateur la revoit à Balbec, en train de marcher avec vivacité, de gesticuler avec ses amis sur la digue au bord de la mer. Alors, vous voyez que les lieux sont très importants, toujours liés à des personnages, et il n'y a rien de moins objectif que l'espace proustien, puisqu'il est retrouvé au fond de la mémoire, créé par les rêves, rehaussé par la présence d'êtres qui leur confèrent quelque chose de leur individualité propre. Ne demandez pas à la recherche du perdu d'être une peinture objective et exhaustive de la côte normande, de Paris ou d'un... Ce n'est pas un Bédéker, dit Jean-Pierre. Alors, l'espace proustien, constitué d'innombrables lieux, à la fois très singuliers, ancrés au plus profond de la mémoire, ce sont aussi des lieux disparates, apparemment sans lien les uns avec les autres, car la mémoire ne donne que des images fragmentaires et non panoramiques.
Il y a une erreur qui est souvent commise quand on cherche à lire Proust, c'est de lire à part le second livre du côté de chez Swann, qui est Un amour de Swann. Il ne faut pas dissocier Un amour de Swann du reste. Parce que même si cela paraît un peu étrange, enfin, de revenir en arrière et de découvrir les amours d'Odette et de Swann, eh bien, comme dit le narrateur, lui, dans ce livre, il rapporte ce qu'il a entendu, non seulement ce qu'il a vu, mais ce qu'il a entendu. Donc, il y a le paysage des amours de Swann et d'Odette, mais ça fait partie de son matériau pour composer ce livre. Alors, l'opposition persiste tout au long du livre entre le côté de Guermantes et le côté de chez Swann. Le côté de chez Swann, c'est le plus souvent le côté bourgeois, la riche bourgeoisie, et Madame Verdurin, bourgeoisie riche et intellectuelle. Je veux dire que Madame Verdurin accueille chez elle le musicien Vinteuil, elle a des tableaux d'Elstir, le peintre Elstir, etc. Et le côté de Guermantes, c'est évidemment tout l'espace aristocratique du roman, les salons, la vie de la duchesse de Guermantes, et les deux s'équilibrent, le côté de Guermantes, le côté de chez Swann, cela s'équilibre. Et il faut toute la durée du livre pour que le narrateur s'aperçoive peu à peu, par la vie qu'il mène, par les voyages qu'il fait, par les échanges qu'il peut avoir, que les deux côtés communiquent un petit peu et finissent même par communiquer tout à fait. En effet, dans Le temps retrouvé, le narrateur est présenté à Mademoiselle de Saint-Loup, la fille de Gilberte, qui avait épousé Saint-Loup, entre-temps, hein, il s'est passé beaucoup de choses. Mais dans cette soirée chez la princesse de Guermantes, le narrateur fait le tour de tous les gens qu'il a connus, de tous les espaces qu'il a entrevus avec eux, et il se rend compte qu'il atteint l'unité de son espace intérieur. Il fait le tour du matériau qui est celui de son roman, et bien sûr, il est affligé par les mutations des uns et des autres, parce qu'ils sont tous affreusement vieillis et changés, mais lui voit bien que maintenant, il a fait le tour de son espace, et cet espace est à la fois très singulier, mais aussi profondément uni. Enfin, il fait un tout, c'est son espace à lui. Et alors, comme il l'avait souhaité, eh bien, son livre va être comment dire, à l'image d'un vitrail ou d'une prédelle médiévale, ou à l'image même des grands peintres qu'il a connus, une suite de tableaux juxtaposés. Cet espace est un espace juxtaposé. Alors, il juxtapose les paysages de la jeunesse, de la maturité, même ensuite peut-être même de la vieillesse, mais ces espaces sont au fond toujours les mêmes à l'origine, et puis ils se rejoignent les uns les autres, et Proust, je crois, ambitionnait de faire comme les tableaux impressionnistes, une suite de paysages à la fois unis et différents. Pensez aux meules de Monet, aux cathédrales de Monet. Il y en a, je ne sais pas, je ne sais plus très bien combien il y en a, mais il peint toujours la même chose sous des angles différents, mais c'est son univers à lui, c'est son monde à lui. Et il trouve aussi, même dans la peinture ancienne, je vous dis, dans les prédelles du Moyen-Âge ou chez les primitifs italiens, ces suites de petits paysages qui appartiennent aux peintres, qui sont les siens, mais qui, tout en étant un peu différents les uns des autres, présentent une profonde unité. Alors, à la fin du livre, c'est une grande victoire que non seulement la victoire sur le temps, mais la victoire sur l'espace. Parce que je vous ai dit qu'au début, il était désespéré, ne sachant pas où il était ni rien. Là, maintenant, il sait où il est, il sait avec quel matériau il pourra écrire,
Et il sait qu'il va créer une œuvre où les espaces seront juxtaposés, mais en lien quand même tous entre eux. Alors c'est bien sûr un livre assez extraordinaire pour cela, parce que c'est l'univers de Proust, c'est l'espace de Proust, mais lui espère profondément qu'en lisant le livre aussi, nous allons retrouver notre espace. C'est une invitation, si vous voulez. Je ne dis pas que nous allons devenir Proust, ce n'est pas ça. Je ne crois que ça serait un peu ambitieux. Mais cet espace intérieur, nous l'avons tous, et à nous de cultiver, et à nous d'être heureux par cet espace intérieur. Pour moi, c'est une grande leçon. C'est pour ça que moi, je n'irai jamais dans la Lune, c'est pas la peine. L'espace intérieur suffit. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai oublié beaucoup de choses, tant pis, mais j'espère que vous aurez envie de relire un peu Proust. Voilà. Absolument, merci beaucoup Catherine. Vraiment, bravo, merci. C'était vraiment une belle promenade avec toi dans l'espace de Proust. Oui. Donc tu nous as dit que l'espace de Proust sont des tableaux juxtaposés. Il a quand même, il y avait une chose que je voulais te demander, il a découvert la création artistique dans l'atelier d'Elstir. Oui. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et il disait que grâce à cet atelier qui était comme un laboratoire pour lui, il pouvait s'élever à une connaissance poétique. Oui. Et il dit qu'il découvre maintes formes qu'il n'avait pas isolées jusque-là du spectacle total de la réalité, et que c'est grâce à ça qu'il a pu commencer à écrire en fait. Et il y avait une nouvelle création du monde. Est-ce que cet atelier, je ne sais pas où il était situé d'ailleurs, je ne me souviens pas, est-ce que cet atelier ne joue pas justement dans cette juxtaposition des tableaux qu'il fait enfin dans la juxtaposition des espaces qu'il fait comme si c'était des tableaux juxtaposés? Est-ce que ça viendrait pas de cet atelier qu'il a découvert? Ça, dans le livre là, À l'ombre de jeunes filles en pleurs, la rencontre d'Elstir est capitale. Très nettement, hein? Ah oui, oui, c'est là qu'il a tout appris, compris que Elstir, justement, n'était pas du tout un peintre réaliste. Il ne voulait pas peindre les choses telles qu'elles étaient. Il les peint comme il les voit, comme il les Oui, sent, comme il les aime. Et en même temps, son œuvre dans le roman est très dispersée parce que il y a des tableaux de lui chez les Guermantes, il y en a chez les Verdurin, il y en a dans son atelier. Mais ces œuvres, si on les regroupe, elles ont une profonde unité, bien sûr. Alors il découvre cela, en effet, une nouvelle création. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est son ambition, hein, à lui aussi. Mmh. C'est... Où est-ce qu'il était situé cet atelier? À Balbec, là. Ah d'accord. C'est à Balbec qu'il le découvre. Je me Parce souvenais plus. C'est en se promenant, enfin, Albertine va très souvent voir le peintre pour parler avec Oui, lui, et enfin, lui-même ira d'accord. le rencontrer. Oui, oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Annie, tu es d'accord? Je suis tout à fait d'accord et j'admire ta clarté. Ce que je trouve, c'est que vraiment, non mais c'est vrai, tu as un esprit de synthèse. Vraiment, tu mets les choses en ordre. Non, non, c'est très intéressant. Moi, pour moi, l'image, c'est le kaléidoscope. Hein, Oui. et Oui, effectivement, oui, c'est un. Il le dit, oui. Quand on remue le kaléidoscope, il y a des choses qui s'assemblent et qui font des tableaux différents. Oui, oui. Il y a un tableau que j'aime beaucoup, c'est enfin un espace que j'aime beaucoup, c'est les aubépines qui ressemblent à des chapelles. C'est extraordinaire ça. C'est magnifique. Justement, c'est là aussi, on voit bien qu'il n'est jamais réaliste. Hein. Il décrit des choses avec sa sensibilité telle qu'il les perçoit, mais c'est pas le botaniste qui décrit sa petite aubépine. Ah non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Puis il avait parlé de 3 arbres, je crois, mais j'arrive pas à me souvenir. Oui, les 3 arbres du Diménil, oui. C'est ça. Oui, voilà. Et il perçoit dans leur mouvement, d'abord la vie de ces arbres et suivant la progression de sa promenade, eh bien, les arbres bougent et C'est ça, oui. c'est différemment. Oui. Oh non, il y avait beaucoup trop de choses à dire, c'était trop ambitieux. Est-ce que je voulais juste poser une question, est-ce que je suis la seule à entendre de la musique quand je lis Proust? Ah ben,
Moi, j'ai l'impression d'entendre Mozart, par exemple. Ah bon? Beaucoup. Lui, son musicien, c'est Wagner, hein, quand même. Oui, mais j'ai l'impression d'entendre Mozart, moi. C'est marrant. Mais on entend quand même de la musique, non? Aussi, oui. Je trouve ça assez musical. Oui, oui, tout à fait. Annie, tu voulais dire quelque chose? Non, quand il parle de tableaux, est-ce qu'il les a vraiment vus ou alors il les a étudiés sur des bouquins? Il était allé dans tous les musées parisiens, ça, certainement. Et puis après, il avait en effet des livres et des documents. Mais je vous dis, moi, j'admire sa culture étant donné la qualité des documents de l'époque quand même, parce que avant 1914, je pense que c'était plutôt en noir et blanc ou je sais pas, c'est pas très bien. Mais une culture. Toi, Annie aussi, tu l'as le livre sur les tableaux qu'il a mentionné dans ton œuvre. Oui, je l'ai. C'est très beau. Oui, c'est un très beau livre. Oui. Oui. Parce que vous vous souvenez que Odette Swann la compare à la fille de Jéthro dans la chapelle Sixtine. Bon, mais il faut connaître la chapelle Sixtine quand même et pour la comparer ainsi. Hein, bien sûr. Oui. En fait, tu voulais dire quelque chose, Jean? Oui, bravo Catherine, c'était formidablement intéressant. Moi, je suis, en dehors de tout ce que tu as dit, moi, je suis ébloui par les phrases de Proust, qui sont longues. Des fois, il faut les relire 2 fois, enfin, moi en tout cas, parce que je n'ai pas ta culture, il faut les relire 2 fois, mais elles sont d'une richesse extraordinaire. Et la question, en partant du côté de chez Swann, quelles étaient les relations qu'il avait avec sa mère, qu'il adore, et qui parfois le traite, à part la nuit qu'elle passe avec lui, on a l'impression qu'il y a quelque chose entre eux sur le plan psychologique. Ah oui, je pense que la psychanalyse pourrait aller assez loin dans cette relation, mais elle lui a tellement apporté, enfin, justement sur le plan intellectuel, culturel, moral, tout. Et dans le livre, elle est dédoublée. Il y a la grand-mère et la mère. Hein, c'est un peu le même personnage. Alors, je suis étonnée que vous aimiez autant les phrases de Proust, parce que la plupart des gens disent « Ah, moi, je ne peux pas lire Proust à cause de la longueur des phrases. » Je trouve ça extraordinaire. En plus, il est tout le temps en train d'utiliser le passé simple, ce qui ne se fait plus. En fait, il emploie 2 temps. Il emploie le présent pour lui et le passé simple pour les personnages. Ah, peut-être, oui. Je n'avais pas remarqué. Les subjonctifs aussi, alors. Oui. Les concordances de temps sont toutes là. Subjonctif imparfait. Pardon? Je dis le subjonctif imparfait. Oui. Subjonctif imparfait, oui. Qui n'est pas tellement usité à l'heure actuelle. Mais c'est pour ça. Non, mais les phrases sont longues justement à cause des métaphores aussi. Mais c'est beau, je trouve. Oui. Et ces métaphores nous font découvrir des choses très différentes, extrêmement riches aussi. Rien que la petite métaphore là pour Combray, comparé à l'église de Combray, comparée à une bergère, rassemblant sous sa mante les maisons du village. Je sais pas, c'est simple, mais magnifique. Une comparaison évidente. Ouais. Oui. À propos des phrases proustiennes, merci à mon coup Catherine, parce que vraiment c'était un fil d'Ariane dans ce labyrinthe proustien où on séjourne, mais où on se perd un petit peu parfois. Moi, je me demande si la phrase proustienne finalement ne crée pas un espace, justement par sa longueur, elle se distend, elle se dilate, et on est obligé finalement pour retenir de la voir un peu comme un tout, comme un lieu propre. Espace n'est peut-être pas le terme juste, mais on y séjourne d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Oui. Mais... En ce qui me concerne, j'ai trouvé les phrases effectivement très longues. J'ai relu une partie à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Je ne suis pas arrivé au bout parce que vraiment, j'y arrive pas. Et effectivement, il faut quand même une certaine forme de mémoire. Et quand j'arrive au bout de la phrase, je ne me rappelle plus du début.
Alors, je relis. Mais j'avoue qu'au bout d'un moment, ça m'intéresse pas du tout. Ah non, mais ça, il faut entrer dans cet univers. Hein, il faut... Oui, c'est pas pour d'avoir essayé. Mais Nadine disait qu'elle se perdait un peu dans l'ensemble de l'œuvre. Il faut bien savoir aussi qu'il n'y a pas d'œuvre plus construite que ça. Avec Oui, absolument. des leitmotifs musicaux. Enfin, lui compare son œuvre à une cathédrale avec plusieurs absides, nefs, etc. Il la compare aussi à une symphonie. Mais pour lui, et alors on voit bien en effet que les personnages, les lieux reviennent comme des leitmotifs. Enfin, vraiment, c'est très, très construit. Hein. Et pour ça, moi, je ne l'ai découvert qu'après la 2e ou 3e lecture, quand même, enfin, ou la 3e. Parce que quand on le lit d'emblée, on se perd un peu, en effet, dans les personnages, les lieux. Mais c'est juste parce que j'ai un ami qui est un passionné de Proust. Il m'a dit, c'est quand tu l'auras lu 3 fois, mais compte tenu de mon âge, je ne pourrais pas le lire 3 fois. Je n'arriverai pas. Ça. non, justement, l'exposé m'a donné un peu de mal, mais j'étais contente, parce que j'étais obligée de le relire. C'était très bien. On comprend autre chose. Bon, en tout cas, merci 1000 fois de l'avoir relu, hein, parce que c'était un plaisir de t'écouter. Je me demande si lorsque tu lis à voix haute ces phrases, c'est pas plus facile pour un lecteur comme moi que de lire Dans sa tête, oui. dans ma tête. Oui. J'ai du mal. Alors que quand je t'écoute, ça donne envie de le lire. C'est bien. Mais si tu veux, le livre existe enregistré. Hein. Je cherche le nom de l'acteur. C'est Annie. Oui. André Dussolier. Oui, par André Dussolier. Et c'est merveilleux hein, de l'entendre. Ça a C'est l'air vraiment génial. Ça a l'air de couler de source. Hein, la phrase ne fait pas de problème. Et oui, et oui. Quand même, il a du mérite d'avoir lu toute la recherche à haute C'est voix. pas lui qui lit. C'est pas lui. Oui. Ben, merci infiniment. À quel âge il a commencé à écrire? Pardon? À quel âge il a commencé à écrire? Oui. Non, il a commencé très tôt, mais par des choses. Enfin, ce n'était pas la recherche. Enfin, si, il y a eu Jean Santeuil quand même. Oui. Il y a eu beaucoup d'ébauches, beaucoup de tentatives, mais il a écrit tard la recherche elle-même. Et alors, vous avez peut-être vu dans la presse qu'on a retrouvé des fragments qui avaient disparu, là, qui montrent la jeunesse de l'œuvre. Alors, moi, ça a été le cadeau de la fête des mères, bien sûr. Il va falloir que je lise. Catherine, Marie-Christine, Oui. tu n'as pas remis ton micro. Du coup, on ne t'entend pas du tout. Ah bon? Je l'entends. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, on l'entend. On ne t'entend pas. Qui C'est Marie-Christine qui n'a pas remis son micro. Ah d'accord, oui. Marie-Christine. Oui. Il faut aller sur Converser. Dommage. En bas, tu vas sur Converser, Tout en bas de ton écran. à côté de participants. Vous allez m'entendre. Ah, bravo. Bon. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que... moi je voulais dire, Annie. puisqu'on a parlé un peu des rapports avec sa mère, bon, et d'Oedipe, qu'il y a des analyses psychanalytiques parce qu'à un moment, il dit « Je n'aimerais jamais une petite paysanne si elle était transposée, ou autre chose, si elle était transposée à Paris. J'ai besoin que le personnage, enfin, d'aimer quelqu'un qui est ancré dans ce milieu. S'il n'est plus dans ce milieu, je ne le désire plus. » Alors, bien entendu, certains psychanalystes disent que ça, c'est horrible, qu'on ne puisse pas aimer quelqu'un en dehors du lieu où il est. Et c'est pour revenir sur effectivement le lien entre le personnage que tu disais, Catherine, et l'espace et le cadre dans lequel il est. Il est vraiment, même au fond, il ne peut pas aimer en dehors du cadre, Oui. du paysage. Ouais.
Alors, vous savez que l'an prochain, on a choisi le Oui, thème justement. du A32 Ça sur a la rapport. mémoire. Mais Bon, vous n'allez pas me demander hein, de parler de la... Si, On y a on a bien choisi pensé. le thème en pensant à toi. On y a tous pensé là. Hein. Oui, c'est- On ne va pas se priver de ce bonheur. faut pas dire ça. Vous ce ferez à soir. 2 voix avec Annie. Qui n'était pas là, qu'est-ce que vous avez choisi comme La thème? mémoire, la mémoire. La La mémoire. mémoire. La mémoire. Ouais, au Ah, travail, mesdames. Vous ferez à 2 voix toutes les deux. Hein. Ou l'une et l'autre. Ça peut être amusant aussi d'avoir les deux versions. En parlant de mémoire, je me souviens d'un. Alors, je ne sais pas dans quel livre c'est. Il compare des toiles de peinture avec la création de Dieu. Et il dit si Dieu a nommé les choses et les paysages, etc., le peintre, lui, c'est en leur ôtant leur nom qu'il leur donne un autre en le créant. Oui, oui. Et je ne sais pas de quel peintre il parle et où c'était, je ne me souviens plus. Mais c'était une phrase qui m'avait frappée, cette histoire de Oui, Dieu oui. qui nommait les choses, mais le peintre, lui, les renommait en fait en les recréant. Je pense que c'est Elstir toujours. Hein. Ah oui, oui? c'est Elstir, Ah oui. oui, 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 Elstir. oui. Ah d'accord. Quand il peint le port, et dans le port, en fait, les mâts des bateaux, on croit que c'est des flèches d'église ou des. Donc, D'accord, la mer devient effectivement un élément urbain. d'accord. Merci. Excuse-moi, Nadine, est-ce que tu es calée sur Bergson pour la mémoire? Ah, il y a de quoi Ah faire. oui, oui. On fait notre marché là ce soir. J'ai l'impression. C'est une bonne idée. Voilà. Très, très bien, bravo. Excellent. Bien, eh ben, écoutez, je remercie à nouveau Catherine. Bravo, bravo et bravo. Merci, c'était passionnant. Vraiment, ce moment très passionnant, oui. Et avec Claude, nous avons décidé de nous y remettre cet été. Ah oui. Mais ça donne On va envie. essayer, hein. On va essayer. On n'a pas dit qu'on irait tout. Non, mais non, parce qu'on découvre Proust. Moi, c'est ce qu'on en parlait cet après-midi. Trop jeune, je trouve. Ouais. De façon scolaire, et il faudrait tomber sur quelqu'un comme toi qui donne envie de le lire. Et moi, j'ai pas eu de la chance. Je l'ai découvert très jeune, et alors, ce qui est amusant, c'est que je croyais vraiment au personnage. Alors, je demandais à ma mère, mais enfin, tu n'as pas de livre de Bergotte? Tu devrais me montrer un tableau d'Elstir. Ma mère était un peu embarrassée, parce qu'évidemment, c'était un peu... Mais moi, je l'ai lu très naïvement, et c'était bien aussi. Voilà. Oui, mais c'était volontaire, tu l'as lu volontairement. C'était pas une lecture imposée à ce Ah moment-là. non, pas du tout, c'est pas du tout scolaire. Voilà, Ah, c'est ça. non, non, non. Donc, oui, mais c'est déjà une approche totalement. Oui. T'es tombée toute petite dedans, quoi. Voilà, ça doit être ça. Eh ben, merci pour cet excellent moment, hein, Catherine. Ben, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'est agréable. Bonne soirée. Et puis, à très, très bientôt. Et la semaine prochaine, c'est toujours en visio? Oui, jusqu'au mois de septembre, ça sera en visio. Et le 1er juillet, vous avez l'AG qui est en présentiel. Le 1er juillet, oui. Oui, À 20h, c'est ça. c'est ça. Et sinon, ben, on commencera le présentiel à partir de la rentrée, en septembre. À très, très bientôt. Rendez-vous sur notre site. Vous pouvez revoir les podcasts. Et puis une très bonne soirée à vous tous. Comment fait-on Je note, l'Assemblée générale, c'est le 1er juillet. 1er. Ok. Comment fait-on pour voir les postcards? Alors, en fait, tu vas sur le site et tu as la possibilité donc de regarder dans les archives. Alors, tu peux cliquer sur menu ou alors tu vas un peu plus bas et tu peux le voir sur YouTube aussi, sur la page d'accueil. Tu as toutes les explications sur la page d'accueil.
D'accord, merci. Sur YouTube, je n'ai pas pu regarder celle de la mère Marie-Christine de la semaine dernière. J'avais été obligée de partir avant et elle n'y est pas encore. Pas encore, non. D'accord. Mais c'était très chouette. Mais elle va y être dans très peu de temps. Bon, très bien. J'avais été obligée de partir à 1h15 et je n'avais pas vu la fin. Je n'avais pas écouté la fin. On y travaille demain pour la mettre justement. Ah, très bien. Donc, voilà. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Merci, au revoir. À bientôt. Merci encore. Portez-vous bien. Merci Catherine. Merci.